Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 125e numéro du RMC Fighter Club. Un RMC Fighter Club qui cette semaine change et passe de la boxe ou du MMA à l'événement numéro 1 dans le monde du grappling et du jiu-jitsu brésilien, Nogi, la DCC 2022 et son super fight qui opposait le roi Gordon Ryan à la légende André Galvao. Avec nous pour en parler aujourd'hui, mon compère du RMC Fighter Club, toujours là avec moi, boxe, MMA ou grappling, donc désormais monsieur Jonathan Macardy, bonjour. Salut Herbie. Ça va Joe? Et un plaisir, un honneur d'accueillir un spécialiste de grappling pour évoquer cette DCC, une vraie ceinture noire, 3e degré sous Carlos Gracie Jr., classé dans le top 10 mondial à l'IBJJF à un moment, multiple podiumiste dans des championnats internationaux, professeur en chef de la Gracie Barra à Paris et coach de Jonathan Macardy, monsieur Julien Casier, bonjour. Bonjour. Ça va Julien? Merci de m'accueillir aujourd'hui. Ravi de t'accueillir. Et précision pour nos auditeurs, Julien est supporter du PSG, donc, oui. donc chaque semaine, il peut martyriser un supporter marseillais en la personne de Joe Macardy. Tous les jours, il peut m'étrangler. C'est la petite revanche du Classico version grappling. C'était le combat que le monde du grappling et du jiu-jitsu brésilien Nogi attendait. Le rendez-vous avait été pris ce soir du 29 septembre 2029 quand Gordon Ryan remportait la catégorie absolute sans limite de poids de la DCC et qu'André Galvao remportait son 4e super fight d'affilée. 3 ans de trash talk à la limite du harcèlement, une pandémie mondiale et une paire de baffes échangées plus tard. Le monde des sports de combat a enfin vu s'affronter le chef de file de la nouvelle école du jiu-jitsu New School américaine et une royauté de la tradition brésilienne. Et c'est finalement Gordon Ryan qui, après avoir remporté l'or dans sa catégorie de poids, s'il vous plaît, l'a emporté par étranglement arrière après une domination sans partage. Le RMC Fighter Club se met en mode grappling et vous dit tout de l'incroyable domination du King Gordon Ryan. And Gordon Ryan opens it up with a takedown. Or sorry, André Galvao, oh my gosh. And now Gordon sucking up a leg and attacking. Gordon on the back of André, now foot sweep, trying to get Galvao. Takes the back of André Galvao. Does Gordon Ryan now. That strangle looks like it could be good, even though it is over the jaw. He's getting closer like an anaconda, and he gets the submission. Gordon Ryan has defeated André Galvao. And a show of respect there from Gordon Ryan to André. This has been a very emotional match for both of these athletes. The King, Gordon Ryan. Merci à Max Zabolin pour cette petite prod sous un air brésilien pour Galvao et pour ce grand combat à la DCC 2022 ce week-end. Donc Joe, ça fait longtemps que tu voulais nous parler de la DCC, ça fait longtemps que tu me branches pour qu'on fasse une émission là-dessus. C'était l'occasion, là, comme c'était ce week-end, d'en profiter. Est-ce que tu peux nous rappeler déjà, parce qu'on reste grand public, mon Joe, donc est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est la DCC en quelques mots, rapidement? Oh bah non, Julien va le faire mieux que moi. Commence et après je donne la parole à Julien sur le côté des sports en eux-mêmes. La compète, c'est quoi? C'est comme les Jeux Olympiques du grappling. C'est le plus grand tournoi et la plus grande compétition de grappling qui existe. Au début, c'était un petit peu différents styles qui s'affrontaient, c'est ça, Julien? C'était pour savoir qui avait le meilleur style, un petit peu comme à l'UFC, où c'était des boxeurs qui affrontaient des lutteurs, etc. Là, c'était pour savoir qui avait le meilleur style de grappling au monde. Et puis au final, maintenant, les gens sont tellement tous spécialisés que c'est devenu comme le MMA, quoi. En fait, les gens sont hyper complets. Et donc, c'est vraiment la plus grande compète de grappling. Et Nogi, précise pour nous ce que je disais dans l'intro. C'est sans kimono. Voilà, la différence avec si tu combats avec kimono, bien sûr. Julien, est-ce que tu peux nous dire un peu dans ces 2 premières questions très grand public aussi, expliquer, parce que nous on parle boxe et MMA toutes les semaines ici, on a fait que quelques rares incursions dans d'autres sports de combat, mais on les aime tous. On a fait du karaté une fois. On a fait du karaté avec Steven Dacosta, notre ami Steven, à qui on passe le bonjour. Est-ce que tu peux juste nous expliquer en quelques mots, c'est quoi le grappling, pour ceux qui découvriraient en écoutant ce podcast, Julien? En fait, le grappling, il faut comprendre que c'est un mot générique qui regroupe plein de disciplines. Le grappling en lui-même, il a une existence qui est très particulière, parce qu'en fait, le grappling, c'est de la lutte à livrer, du jiu-jitsu, de la lutte, des déviances parfois de MMA sans les frappes, justement. Le grappling, c'est un ensemble en fait, de plein de disciplines qui ont trait à la lutte et au travail au sol, qui ont fait en fait, cette discipline à la fin. Donc en fait, le mot grappling, il est vraiment générique. Certains vont employer le mot nogi, d'autres vont préférer le mot lutte à livrer. Honnêtement, dans le fond, on fait tous la même discipline, et elle a été regroupée sous ce nom-là. Si on vient de voir à la Gracie Barra, on peut faire des cours de grappling ou on va faire des cours de jiu-jitsu brésilien? On va faire des cours de nogi, qui sont des cours de grappling en fait, ni plus ni moins. Nogi, c'est en fait l'existence du nogi, c'est quoi? C'est sans kimono. Et le grappling, il a été lancé et déterminé comme ça, sans kimono.
j'ai envie de m'entraîner sans kimono parce que j'ai pas les moyens de m'en acheter un, parce qu'à l'époque, j'avais pas les conditions pour le faire, parce que finalement, je préfère le rapport qui est proche du MMA, du nogi. Ou Bah, du, c'est chiant à laver grappling. aussi. Aussi, je te rappelle que c'est pas toi qui t'en occupe généralement. C'est bien, on a les insides aujourd'hui, on va avoir les insides. Il peut pas nous mentir, Joe, aujourd'hui. Il y a des fois, ça doit être moi qui m'en occupe d'ailleurs. Mais non, le grappling, c'est vraiment un ensemble. C'est ça en fait qui fait la beauté d'ailleurs de la DCC, c'est que le grappling, ça a été une réunion de plein de disciplines sous un dénominateur commun, c'est le travail au sol et le travail debout, mais sans frappe. Voilà. Et donc c'est comme ça. D'ailleurs, hier, en marge de la compétition, il y avait le Hall of Fame, la détermination du Hall of Fame 2022. Et Renzo a fait un discours, bon après... Renzo Grassi, on précise. Renzo Grassi a fait un Grande discours famille des Grassi. qui a ses qualités, ses défauts, mais c'est quelqu'un qui parle beaucoup et qui parle bien. Et hier, il a expliqué en fait l'origine de la DCC. Au bord d'une piscine, et si on faisait un tournoi avec tous les meilleurs combattants... Il y a un peu des parallèles avec l'UFC d'ailleurs, hein, pour le coup, avec cette origine de si on se faisait ce tournoi pour décider qui est le meilleur dans les arts martiaux. Il y a un peu de ça, clairement. Hein, donc, ce gros combat du week-end, Gordon Ryan, André Galvao, en quoi c'était le plus gros, Julien, en quoi c'était le plus gros combat de l'histoire de la DCC? C'est ce que Joe m'a vendu pour vendre notre conducteur du jour. En quoi c'est le plus gros combat de grappling de tous les temps? Tout a été fait pour que ce soit le plus gros combat. Le contexte, en fait, normalement, la DCC, c'est tous les 2 ans. Et finalement, cette fois-ci, on l'a eu avec un décalage à cause du Covid. Merci le Donc, Covid. la pandémie a fait que ça a pris encore plus de temps, la sauce s'est montée encore plus. Les participants, on a aujourd'hui quelqu'un qui est Hall of Fame et encore en activité, qui est André Galvao. 6 titres ADCC, un nombre incalculable de titres de champion du monde à côté en kimono et autres. Un combattant incroyable. Moi, je me souviens, en 2005, je fais mes premiers championnats du monde, il combattait déjà, il prenait déjà le titre. C'est quelqu'un qui a une consistance et une longévité dans la discipline qui est sans commune mesure. Et en face, le phénomène du grappling actuel. Gordon Ryan, invaincu, quelqu'un qui est arrivé rapidement sur le circuit, qui a commencé par les BI et petit à petit par d'autres fédérations et qui a tout explosé sur son passage. Un monstre physique comme il a technique. enfoncé la porte à coups d'épaule et depuis, il est intouchable. Personne n'a réussi à le sortir. Et puis, ils avaient fait monter la sauce. Moi, ça nous amuse, mais ils sont insultés pendant des années. Ça a duré 3 ans d'insultes. C'était du harcèlement, surtout de la part de Gordon Ryan. Et plus, il y a eu la paire de baffes. De la baffe. Et c'est marrant parce qu'on a vraiment 2 oppositions qui sont culturelles et autres. Parce qu'on a d'un côté l'ancienne école brésilienne, parce que André, il représente vraiment ça. Il vient de cette culture du jiu-jitsu brésilien avec tout ce que ça comporte. Et la nouvelle vague, sans faire de parallèle avec sa nouvelle école de Gordon, américaine, formée par John Danaher. John qui a encore fait un travail hier, mais incroyable quand on regarde les résultats de l'équipe de John Danaher sur cette ADCC, c'est fou. Et parce qu'on rappelle, on l'a pas dit encore, mais il y a 7 catégories, plus de 95 participants à cette ADCC. Il n'y avait pas que le super fight avec Gordon Ryan et Galvao. C'est une grande compétition avec plein de catégories de poids. On rappelle aussi qu'on accueille, comme toutes les semaines, on est en live sur Twitch, sur la chaîne Twitch de RMC Sport. Donc n'hésitez pas dans le chat à nous poser vos questions. On essaiera d'en reprendre si vous découvrez l'ADCC ou le grappling aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions. John et Julien seront là pour y répondre avec grand plaisir. J'ai déjà vu passer un petit message sympa dans le chat, Joe qui disait que c'est normal que les supporters marseillais parlent de sport de combat puisqu'ils prennent KO à chaque match. Voilà, ça c'est parti. Bravo. Ça c'est parti. Je me plais beaucoup ici. Continuez. Alors, la dinguerie Gordon Ryan, puisque ça fait longtemps que tu nous en parles quand même quand on parle de MMA, Joe, tu places son nom dès que tu peux le placer en termes de comparaison sur le grappling. Explique-nous un peu en quoi il est à part, en quoi il est un champion particulier dans le grappling, Gordon Ryan. C'est le king. Déjà, contrairement à beaucoup d'athlètes traditionnels, il utilise bien en fait tous ces outils de communication et il se vend d'une manière extraordinaire. À un moment, il rentrait, il commençait ses combats avec une couronne sur la tronche, quoi. Ce qui peut faire un petit peu bizarre quand on connaît un petit peu le classicisme qui règne autour des compétitions traditionnelles de jiu-jitsu brésilien. Oui, globalement, les sports de combat, c'est assez traditionnel. Ouais. Couronne et cap. Ouais. Couronne et cap, ouais. Et surtout, techniquement, il sait tout faire. Il est très très fort. Au début, Julien, tu m'arrêteras si je me trompe, mais il est très axé sur le travail sur les jambes. C'était un petit peu la marque de fabrique des gens qui s'entraînent avec Danner, avec Gary Tonon qui lui a remis sa ceinture noire. Et puis au fur et à mesure, tu as l'impression qu'il est devenu extrêmement complet. Il n'y a pas si longtemps, avant la DCC, il fait taper un autre combattant juste en lui mettant de la pression et de la position montée. Ce qui est quand même assez ahurissant, même s'il y avait un écart de poids significatif. Mais techniquement, j'ai l'impression que peu importe son physique, mais qu'il est très au-dessus des autres et qu'il a aucun point faible.
Oui, Julien, vas-y, Non, si tu je veux veux dire, rajouter, qu'est-ce qui honnêtement, fait la différence chez Gordon Ryan On est face à un combattant qui est très complet. John a raison là-dessus. C'est-à-dire que, allez, si vraiment on est tatillon, on peut considérer peut-être que sa lutte est un peu en retrait par rapport aux autres. Mais quand je dis en retrait, on parle de quelqu'un qui passe d'excellent à très bien. Enfin, c'est le reste. Oui, Son travail sur les jambes est fantastique. On est à un tel niveau que c'est juste de la nuance que tu top mets, c'est position. pas de la critique. Ouais. En top position, on est au top de ce qu'il fait. En bottom, on est pareil. Il a fait sa réputation en effet au début en travaillant en bottom position, notamment tout ce qui était position montée avec les talons. Il a révolutionné avec John Danaher justement ce phénomène. Et derrière, maintenant, son jeu est tellement complet que je ne vois pas de défaut aujourd'hui dans sa façon de travailler. Question intéressante que je vois dans le chat, puisqu'on en parle souvent en boxe ou en MMA, nous. Les pesées à la DCC, ça se passe comment, Julien? Est-ce qu'on est sur les mêmes créneaux que sur le MMA et la boxe, des pesées la veille? Comment ça se passe tout ça? Parce qu'il y a différentes catégories de poids. Peser la veille. Peser la veille. Peser la veille, en effet, contrairement à d'autres disciplines comme le jiu-jitsu. Et ils reprennent, comme dans le MMA, on a des mecs qui ont 10 kilos de plus au moment de la pesée, au moment où ils combattent? C'est fort possible, oui. Oui, c'est fort possible que le cutting fasse qu'il y ait un écart de poids qui soit significatif. Je disais, justement, c'est ce qui est différent par rapport au jiu-jitsu. Le jiu-jitsu, la pesée le jour même. Là, à la DCC, c'est peser la veille. D'ailleurs, il y avait tout un show précédemment avec les différents combattants qui venaient se peser. On voyait des physiques très écorchés et un peu plus remplis le lendemain ou le surlendemain. C'est nouveau, non? Parce que la précédente édition, ils se pesaient le matin et les 2 jours. En fait, il y a des possibilités de les repeser. Possibilité de les repeser si toutefois on se rend compte qu'il y a des écarts qui sont vraiment trop importants. Ou Ce qui est quand même dur hein, de se peser 2 fois. Ce qui peut être compliqué, ouais. Mais là, en l'occurrence, c'était pesé. Il y a eu Mo avait fait en sorte que la pesée se fasse. Mo Jassim, qui est en fait le patron, l'organisateur de la DCC, avait fait en sorte que tout se passe l'avant-veille, la veille ou l'avant-veille. Donc pour le coup, là, on a vu tout le monde passer sur la balance, c'était réglé. Et après, tout le monde a pu passer une soirée. Gordon, d'ailleurs, avait fait pas mal de messages là-dessus en faisant des visites dans le désert du Nevada en mangeant. Et derrière, en réenquillant dans la foulée. Quoi. Puisque c'était à Las Vegas, hein, c'était à Las Vegas, cette ADCC, salle full, 14 000 personnes. Donc on voit qu'il y a Joe Rogan, Ned Diaz, des sommités du combat dans la salle. On voit qu'il y a un intérêt énorme du public aussi pour cet événement. On nous demande aussi, Joe, j'allais y aller un peu après, mais autant en profiter puisque c'est une question dans le chat. Les passerelles, est-ce qu'il y a eu beaucoup de passerelles? Est-ce qu'il y a beaucoup de champions qu'on connaît à l'UFC qui viennent de l'ADCC? Et je en profite pour compléter, qu'est-ce que donnerait Gordon Ryan aujourd'hui face aux meilleurs grappleurs de l'UFC? Là, par exemple, il y avait Rafael Lovato Jr. qui était champion du Bellator, qui a terminé 4e de sa catégorie de poids. Donc, il y a Buchecha qui combat au One, c'est ça? C'est ça, ouais. Peña aussi, non? Non, Felipe n'est pas rentré sur du MMA. Mais André Galvao a une carrière intéressante. Il se fait mettre KO par Tyron Woodley, je crois, au Strikeforce. Mais à un moment, il a quand même un run assez intéressant. Et dans l'histoire, on en a eu plusieurs, des champions de la sinon, DCC. Voilà, dans l'histoire, regarde, Gilbert Burns, il n'est pas champion, mais il est médaillé. Burns est médaillé. Même quelqu'un comme Gunnar Nelson a fait la DCC, il n'est pas médaillé. Verdum l'a fait, non? Je dis pas une bêtise, j'ai pas vérifié avant. Verdum, je pense pas, non. Mais Jacare Souza gagne une médaille d'or aussi. Et perd le super fight contre Braulio à l'époque. Mais il suffit de regarder le Hall of Fame hier, la déclaration du Hall of Fame, qui en avait au Hall of Fame. Renzo Grassi, Mario Sperry, Mark Kerr. Je pense que quand je dis Mark Kerr aujourd'hui, pour beaucoup de gens, c'est très éloigné, mais Mark Kerr était présent. Il y avait Roger qui était là, Roger Gracie, Braulio Estima, même s'il a eu une carrière très courte. Enfin, on avait face à nous quand même un sacré banc de champions de MMA. Et donc, Gordon Ryan, il arrive à l'UFC demain, Joe. Selon toi, c'est le meilleur grappleur du roster large? Son coéquipier, Gary Tonon, lui, il est au One aussi. Il a combattu pour la ceinture des plumes du One avant de se faire mettre KO lors de son combat pour le titre. Après, le problème, je sais que Julien ne veut pas trop en parler, mais c'est que s'il va à l'UFC, il y aura des contrôles antidopage. Bon, nous apprend ce passage. Mais techniquement, je te parle. Techniquement oui, mais de loin. Mais c'est même pas que ça serait les meilleurs. Il n'y aurait même pas match. Je pense que face à des mecs, même face à un mec comme Rabib qui fait son poids, je pense qu'il le nettoie, quoi. Il n'y a pas de comparaison. C'est pour donner un point de comparaison à nos auditeurs. Après, je pense pas qu'il ait très envie, si envie que ça, de faire du MMA. C'est quand même très différent comme sport et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent très bizarrement aux coups qu'ils peuvent se prendre sur la tête. C'est Craig Jones qui est l'entraîneur de grappling de Volkanovski. Il disait qu'il s'était entraîné avec lui et que Volkanovski, c'est quoi? C'est un poids plume, tu vois. Orkan, je pense qu'il doit être à 75 kilos maximum. Craig Jones, il est gros, il fait au moins 90 kilos. Il disait que de juste se prendre des baffes, ça changeait quand même un petit peu le jeu, quoi. Donc c'est quand même deux sports très différents. T'as besoin d'être un bon grappleur si tu veux aller loin en MMA, mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Après, Gordon Ryan, il est signé au One pour faire des combats de grappling. Donc il y a la passerelle qui est quand même possible. Il a sous-entendu plusieurs fois qu'il le ferait. Mais moi, je ne vois pas quel est son intérêt
intérêts. C'est un des seuls mecs qui gagne sa vie très très correctement. Enfin, très Oui, correctement, tu domines c'est ton sport, voilà, ça, c'est tu gagnes nuance, ta mais vie. voilà, Mhm. il a pas forcément besoin de ça, quoi. Alors la dinguerie qu'il a fait ce week-end, pour que nos auditeurs, pour revenir à l'événement de ce week-end en soi contre Galvao, explique aussi, on s'explique Joe, c'est que il a fait ce que personne n'avait jamais fait avant. Donc les participants du Super Fight, donc en gros c'est le combat final de la DCC, on va dire, qui ressemble un peu à ce que faisait l'UFC dans ses débuts. Les Super Fights de l'UFC où le gagnant du tournoi précédent affrontait le grand champion pour la ceinture. Ça ressemble à ça un peu ce Super Fight que nous propose toujours la DCC aujourd'hui. Et donc là, d'habitude, ceux qui participent à Super Fight ne combattent pas avant dans une catégorie de poids, si j'ai bien compris, Joe, parce que je suis moins spécialiste que toi. Ça, Et donc lui, il l'a fait. Il a décidé que c'était trop facile et elle a remporté sa catégorie de poids, les poids lourds, plus de 99 kilos, avec brio et facilité. Victoire en finale face à son ancien partenaire d'entraînement, Nick Rodriguez, par clé de talon. Il s'ennuie, il est tellement fort qu'il s'ennuie, Gordon Ryan, Joe. C'est même la manière dont il a gagné. Il a gagné quand même assez rapidement. Il y a juste un combat qui va à son terme, qui gagne au point, mais sinon, il gagne la demi en 11 secondes. Il gagne sa finale en moins de 3 minutes sans transpirer. Et je crois qu'il voulait même faire l'absolute aussi, mais que c'est l'organisateur qui a pas voulu, parce que bon, ça aurait fait peut-être un peu tâche que le même mec gagne remporte absolute, donc c'est pas de catégorie de poids. Un 77 kg peut affronter un 100 kg. Le problème de laisser Gordon en absolute, c'est que si Gordon rentre en absolute, supposons qu'il gagne l'absolute, on fait quoi au prochain ADCC? Il n'y a pas de gagnant. Super Fight contre Normalement, le Super Fight, en fait, c'est Gordon Ryan qui s'affronte tout seul. C'est le gagnant du Super Fight contre le gagnant de l'absolute. Ouais. Or, si on le fait rentrer en ADCC, impossible. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'au départ, Mo était un peu sceptique sur le fait de le laisser rentrer en KT. Mais l'histoire, c'est qu'il rentre en KT parce qu'il voulait Felipe Pena. Et vous dites il gagne sa demi-finale en 11 secondes, par exemple. 11 secondes si pour parler aux gens d'une image qui parle, sa domination sur le reste du field en grappling à Gordon Ryan, c'est Usain Bolt quand il a 20 mètres d'avance sur tout le monde en finale olympique du 100 mètres. Vous voyez ce que je veux dire? On est à ce niveau de domination. C'est Usain Bolt, mais en joueur. C'est-à-dire que ça serait Usain Bolt qui se mettrait d'un seul coup à laisser partir tout le monde 10 mètres devant, ou s'arrêter en plein milieu de la course, boire un café et repartir. Ok, je vois, c'est encore plus parlant, je vois l'idée. Qui s'amuserait avec cette domination. Qui s'amuserait à se dire, tiens, aujourd'hui, je décide que... En fait, il a longtemps fait quelque chose pendant ces différents tournois, c'est qu'il écrivait sur une enveloppe la soumission qu'il allait appliquer à son adversaire, il l'a donnée à l'organisation et il la ressortait à la fin du combat. Et c'était toujours plus ou moins la soumission qui était marquée. C'est quand même un niveau de confiance dans sa technique qui est quand même fabuleux. Les combats sont chronométrés, mais quand il combat dans des combats sans limite de temps, t'as vraiment l'impression qu'il joue avec les mecs, quoi. Il fait durer le truc 30 minutes juste pour rigoler, juste pour bien les démoraliser, et que quand il accélère, bah, c'est qu'il a décidé de terminer et il termine. C'est ça qui est quand même impressionnant, quoi. C'est même pas... Et il termine sur ce qu'il veut, c'est pas sur ce qui se présente. C'est lui qui décide de terminer, je sais pas moi, en triangle ou une clé de bras ou peu importe. Et c'est lui qui choisit. C'est quand même très 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 dur de faire ça, quoi. Il a ses phases en plus. Il y a des phases où il veut spécifiquement un travail en top position, des phases où il voulait spécifiquement prendre le pied. Dessus, ouais. Il a vraiment des phases en fait particulières. Donc il a une confiance en lui qui est incroyable, une confiance dans son jeu qui est incroyable. Il a un coach, encore une fois, qui est peut-être le meilleur coach aujourd'hui sur le plateau et depuis très longtemps. Mais on sait comme ça peut faire la différence dans ces sports de combat. On en parlait récemment sur l'UFC Paris avec Fares Ziam, qui avec ses progrès en lutte, notamment défensif, peut plus s'exprimer son striking parce qu'il a moins peur de ce qui va lui arriver quand on lui vient dans les jambes. La confiance qu'a un Gordon Ryan, je pense, lui permet d'exprimer à 100% son plein potentiel technique, et c'est ça qui fait la il le dit, c'est surtout c'est le fait d'avoir le meilleur entraîneur du monde. C'est quand même un psychopathe. Ça te donne de la confiance. Ouais, Julien, dis-nous à quel point c'est un taré, John Danaher. John Danaher, grand spécialiste. John Danaher, c'est quelqu'un qui est déjà un lettré, quelqu'un qui a une très grosse culture. Il a une thèse, c'est ça? Ouais, en philo. C'est quelqu'un qui est aussi un vrai geek et un travail en fait sur l'anatomie, sur le corps, sur les positions, sur les résistances et tout le reste qui est incroyable, et qui a su théoriser ça. Il a su le théoriser, le rendre compréhensible par beaucoup de gens, et derrière le transmettre à des gens comme Gordon, comme Gary, mais à l'époque aussi à Nick Rodriguez et autres. Ils doivent s'en mordre les doigts d'être partis aujourd'hui. Parce que finalement, ils avaient dans leur camp le meilleur coach. Ce combat de ce week-end, ce super fight contre André Galvao, donc ce qui s'est terminé avec victoire de Gordon Ryan sur rear neck choke, étranglement arrière. Est-ce que vous pouvez nous le raconter, Julien? Est-ce qu'il n'y a pas eu de match? C'était domination absolue face à la légende. Gordon a dominé la légende et il n'y a pas eu match. Comment il remporte ce super fight à DCC 2022? Malgré tout le respect qu'on peut avoir pour André, qui est encore une fois un combattant qui n'est pas là par hasard et qui a fait ses preuves, il n'y a pas eu match. Il n'y a pas eu match. La stratégie de Gordon, il faut vraiment la reprendre depuis le début. C'est-à-dire qu'il y a 5 minutes sans points. Enfin, un laps de temps sans points, pardon. C'est 10 minutes, 10 minutes en finale. Ouais. C'est 10 minutes sans points et 10 minutes avec points. C'est pendant les catégories que c'est 5 minutes. Donc, la seule chose, c'est la pénalité en cas de pull guard. S'il s'était assis lui-même pour travailler au sol, il aurait été pénalisé. Il a laissé André en fait prendre le takedown.
l'amener au sol, le pousser. Comme il avait fait en demi-finale, comme il avait fait un peu plus tôt. Il a laissé en fait son partenaire, son adversaire, le pousser au sol. Il a pu s'asseoir sans problème. Et derrière, il a commencé à dérouler. Il déroule. Il a déroulé. Il a commencé à attaquer. André est parti une première fois pour esquiver la clé de talon. Il l'a ramené au sol. Body lock. Et il l'a escaladé petit à petit, petit à petit, petit à petit, jusqu'à temps de prendre son dos et de le finir. Et après, ça a été une lente agonie. Comment il s'appelle? C'est le commentateur de la DCC qui disait il est en train en fait de l'attaquer comme un boa. Il l'a pris petit à petit et il l'a fini. C'est Kenny Florian, voilà, je cherchais. Pour les amateurs de l'UFC, Kenny Florian qui est un tout à illustre, fait. connu. Tout à fait, bien connu. D'ailleurs, José Aldo a pris sa retraite. Oui, La différence, son dernier combat, c'est contre José Aldo. j'allais en dire un mot en conclusion de l'émission, Joe. Mais Tu me connais sur Bien José, sûr. c'est Ce qui est quand même incroyable, c'est la pression qu'il arrive à mettre de manière constante, parce que tu vois, souvent les gens qui mettent beaucoup de pression, t'as l'impression que c'est par petite explosion, Elle est et constante. puis que voilà, ça varie. Lui, t'as l'impression que la pression elle est constante et qu'elle monte petit à petit en intensité, ce qui est quand même très dur, ce qui demande une force isométrique assez impressionnante. Et puis il lui prend le dos d'une manière, t'as l'impression que c'est facile. Je vois passer dans le chat et je l'avais vu passer sur Twitter cette nuit aussi. Ils ont pris, en plus, il a mis un rear naked choke à quelqu'un qui a pas de cou. Parce qu'apparemment, c'est Galvao, c'est un tout petit coup, physiquement, c'est un tout petit taureau, quoi. En ADCC, il y a une règle. Tout ce qui est en dessous le nez, c'est la nuque. Ouais. Mais ce qui est dingue, c'est que sur l'étranglement, c'est la manière dont il le fait, parce que c'est pas juste un étranglement arrière. Il va Déjà, pas il le chercher étrangle derrière. à quasiment à un bras. Ouais. Et puis alors, il coince sa jambe, il coince son bras avec sa jambe, un des bras avec sa jambe. Il coince l'autre bras de Galvao avec son bras opposé. Et puis il vient verrouiller l'étranglement comme ça. C'est pas Sur son un biceps. simple rear naked choke. Il y a fait- un contrôle qui est assez fort, quoi. C'est le sommité, la royauté du RNC, quoi. Il applique à la lettre Ouais. toutes les théories de John Danaher. Il y a 3 points de défense, menton, bras. Il a isolé un premier bras, un deuxième bras. Il est venu attaquer la Ouais, tête. t'as un côté robot, quoi. Je fais étape par C'était étape, étape par étape, jusqu'à ce C'est que j'arrive. extrêmement méthodique, Alors, quoi. on en parlait, parce que je t'en parlais, j'ai vu passer ce message sur Twitter, et ça me permet d'ouvrir un autre thème qu'on voulait aborder là-dessus. Gordon Ryan, il commence quand même à être connu. C'est-à-dire on n'est pas sur la boxe ou les MMA, les sports de combat les plus médiatiques et populaires, mais on est sur quelqu'un qui, dans tous les milieux, là, nous, on côtoie, enfin, tous les gens qui aiment les sports de combat, on sait qui est Gordon Ryan. Il y a plus de doute là-dessus. Ce week-end, quand on voyait passer la DCC, ça faisait réagir beaucoup sur les réseaux sociaux des sports de combat. Même en On France. suit beaucoup de Joe. Même en France, tout à fait. Très étonné cette année, parce que beaucoup plus que d'habitude. Alors, est-ce que c'est parce que nous aussi, tu connais les algorithmes des réseaux sociaux, est-ce qu'on est toujours tellement dans le même truc qu'on voit passer que ce genre de messages et qu'on a l'impression que ça fait plus parler que d'habitude? Ou est-ce qu'il y a un vrai regain d'intérêt, enfin pas gain d'intérêt en tout cas sur ce truc-là, et que le grappling et la DCC devient une discipline qui pèse? Joe, t'en penses quoi sur ce truc-là? Bah, je pense que c'est dû au fait que le MMA a été légalisé en France et que du coup, en fait, ça a créé un engouement positif autour des sports de combat, et forcément, par effet de ricochet, les gens se sont intéressés encore plus à l'événement. Et après aussi, le fait que l'événement cette année, il y a eu beaucoup de moyens qui ont été mis par rapport aux autres années. La production, elle était nickel. Il y avait un vrai show. Il y avait Bruce Buffer. La qui salle est annonçait les sold combattants. out. La salle, 14 000 personnes, sold out en rien de temps. Je pense que l'événement était à la hauteur du truc. Et puis, il faut aussi dire quand même que c'est que les gens voulaient voir Gordon Ryan combattre. Si on doit parler du grappleur le plus connu au monde à l'heure actuelle, je pense que c'est lui. Il y a lui, et puis derrière, alors c'est peut-être, je pense que les plus populaires, il y a qui? Il y a Craig Jones, parce qu'il est marrant. Exactement. Mais Et voilà. peut-être on va s'adresser aux aficionados qui connaissent les noms bien. Oui, c'est ça. Après que les Et spécialistes après, connaissent c'est des peut-être noms, un mais peu moins. Tu regardes, en fait, juste, on va prendre un truc bête, juste le nombre de followers. C'est les deux qui ont le plus de followers sur les réseaux sociaux. Et ce boost un peu de popularité ici, Julien, il vient pour toi aussi de l'UFC? C'est-à-dire que le fait que l'UFC, le MMA soit si populaire, a permis à des gens de s'intéresser aussi à une des disciplines majeures, le grappling ou le JJB? Je pense que l'UFC, en effet, en se démocratisant et en se légalisant en France, a permis à vraiment des gens de pouvoir y avoir accès. Ne serait-ce que parce que du coup, l'UFC Fight Pass rediffuse du grappling. Ouais. Donc il y avait accès à des compétitions que les gens ne voyaient pas avant et auxquelles ils se sont intéressés. Mais je pense qu'il faut aussi beaucoup accentuer sur le fait que on a eu pendant très longtemps un milieu des sports de combat, jiu-jitsu, grappling, qui était réglementé, très aseptisé sur les personnalités. Il y avait des personnes qui étaient un peu plus fortes en gueule, entre guillemets, mais dans le fond, c'était quand même très, très soft. Gordon, il a quand même mis un sacré coup de pied dans la porte. C'est une vraie personnalité. On aime, on n'aime pas. Il a des prises de position qui sont parfois discutables. Mais il laisse pas indifférent. il est clivant, mais il laisse personne indifférent. Et il est tellement confiant que son dernier combat avant la DCC contre Felipe Peña, il a voulu parier son propre argent. Et donc il a dit moi je mets $100 000 et puis toi t'en mets 10.
T'imagines un peu la cote? Je vois Donc son l'idée. adversaire en a mis juste 10, tu vois. C'était ça le pari. C'était pour le forcer à combattre parce qu'apparemment Felipe Peña voulait pas l'affronter. Oui. Donc il faut quand même avoir un sacré degré de confiance en soi pour parier à 10 contre 1 sur ta propre cote, quoi. Faut mettre un niveau de Et puis confiance et de ça storytelling ça assez fait haut. parler parce que en plus c'est un salopard, quoi. Il envoie des insultes à ses adversaires. C'est même pas des insultes en fait, c'est du trash talk parce que au final il les considère comme étant des moins que rien et des nuls. Il leur envoie des messages privés, il les poste après en story publique. Il passe son temps sur Instagram à se chauffer avec la terre entière. Forcément ça attire quand même un petit peu l'attention. Ouais, bien sûr. C'est pas juste pour la beauté du Mais sport. moi, quand je disais faut ça, être c'est que honnête, je pense que ça joue pas mal. Je pense qu'un mec, Complètement. c'est pas du tout les mêmes. Par exemple, ils font pas pareil du tout, mais la popularité d'un Khabib, ce qu'elle a pu monter, voilà, et l'intérêt qu'il y a pour son style de combat. Bien sûr, très même au sol, Oliveira. même Charles Oliveira, c'est l'autre que j'allais citer. Je pense que ça met pas mal de gens, ça leur met un intérêt un peu dans les yeux pour aller voir du grappling et aller voir ce qui se fait de mieux dans ces disciplines-là. Donc, je Bien pense sûr, que ça ouais. joue. Tout ça se nourrit l'un et l'autre et ça fait qu'augmenter les sports de combat, les sports qu'on aime, donc c'est plutôt cool pour nous. Il y a beaucoup de sports qui se sont construits sur des super-héros, hein, dans le fond. On a Oui, besoin bien sûr, d'avoir bien un sûr. Nadal, un Federer, un Djokovic. On a besoin d'avoir un Gordon. Un Dimeco. J'ai beaucoup de respect pour Jimmy Code. C'est très bien que c'est un des seuls qu'on respecte. Ouais, non. Le podcast va durer un peu trop longtemps si on lance au MPSG, messieurs, je crois que ça va être un peu compliqué. Un mot sur le reste de cette compétition de la DCC 2022, puisque c'était la première fois depuis 3 ans que la DCC revenait après le Covid. Est-ce qu'il y a des pépites que vous avez remarquées, enfin des performances à souligner, des noms que vous voulez mettre en avant au-delà de Gordon Ryan? Julien et Joe, est-ce que vous avez des petites pépites à nous livrer sur Je cette pense que compétition? encore une fois, on est face à une édition qui est incroyable. Personne n'était là par hasard. Il n'y avait pas un touriste sur le tapis. Et d'ailleurs, Kenyan Duarte le dit sur sa finale en disant bon, j'ai peut-être gagné de façon un peu discutable, mais ceux qui sont ici, c'est les meilleurs. Duarte, que c'était la finale des moins de 99 kilos contre Exactement. Craig Jones. Contre Craig J'étais Jones. dégoûté. Il était dégoûté? Moi j'étais dégoûté. Ouais, il m'écrivait en même temps, mais c'est quoi? Mais enfin, quand on regarde la façon dont a géré Cadre-Tulo son tournoi, Il a quel âge, rappelle-nous? il a quoi? Il a 18 24 ans. Ouais, Ouais. 24 ans, ouais. C'est des gamins. Alors nous, on les a vus grandir sur le Jiu-Jitsu parce qu'ils s'entraînent depuis Ouais, depuis 4 qu'ils ans sont et autres. tout jeune, ouais. Mais incroyable, quand on voit comment il soumet la Kanjil sur le premier tour, clé de bras, comme ça, derrière, comment il gagne contre Mika Galvan en finale. Lui aussi, c'est un phénomène. C'est un phénomène, Mika Galvan, gros phénomène aussi en termes de lutte. Il a 19 ans. Joe, Ouais. quelqu'un qui t'a marqué sur cette édition? Bah, les deux dont Julien a parlé parce qu'ils sont très 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 jeunes. Et puis t'imagines la marge de progression qu'ils vont avoir. Mais il y a aussi une chose qui est quand même dingue qu'on n'a pas dit, c'est que Gordon Ryan, il est même pas à son prime physique. Il a quoi, 27 ou 28 ans? 27. Il a 27 ans. Ouais, il y a encore moyen Il y a encore, je pense que tu atteins ton potentiel maximal quand tu as la trentaine. Ouais, 32, 33. 33. Ça veut dire qu'il a encore une marge de progrès qui est énorme. Mais les deux jeunes Brésiliens, là, les deux jumeaux, parce que les Riotolo, c'est deux jumeaux, Ouais. les deux ont été extraordinaires. Il y en a un qui gagne sa catégorie, l'autre en absolute, il est à 2 doigts de se qualifier pour la finale. J'ai pas trop compris la décision. J'ai revu le combat ce matin contre Meregali. J'ai C'est toujours l'impression que ça peut discutable aller contre d'un Meregali. côté, ouais, d'un côté comme de l'autre. Mais même, voilà, c'est quand même, tu te dis que ils sont marketables, en plus c'est des jumeaux. Il y a vraiment un potentiel pour que d'autres noms puissent émerger de cette édition et puissent capitaliser là-dessus et continuer de faire grandir ce sport. Intéressant par rapport à ça, Julien. Est-ce que c'est quoi tout à l'heure, Joe disait qu'un Gordon Ryan pouvait en vivre aujourd'hui et que, enfin, même largement bien, donc il n'avait pas besoin entre guillemets de passer dans le MMA pour aller chercher l'argent. C'est quoi les primes? Qu'est-ce qu'on remporte quand on remporte la Je crois DCC? que la prime de la DCC, c'est 100 000. 100 000? 100 000, mais finalement, ce sera peanuts par rapport à ce qu'il va vendre en termes de DVD. Ouais, faut enfin, que t'expliques le business. Ouais, voilà. Comment ces gens gagnent leur En vie? fait, c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui le grappling prend de l'ampleur par rapport à la tradition du MMA. C'est parce qu'au départ, quand moi j'ai commencé par exemple, on me disait tu vas faire carrière dans le jiu-jitsu, dans le grappling. De toute façon, après, tu te diras de vendre en MMA parce que c'est là que tu feras de l'argent. Ça, c'était il y a 15 ans, 10-15 ans. Petit à petit, en fait, le modèle économique du grappling a changé et est devenu en fait beaucoup plus marketable. Les compétitions ont commencé à payer. Les ventes en ligne de vidéos et d'autres. Les ventes en ligne de vidéos et autres ont explosé, les séminaires ont explosé. Donc quelqu'un comme Gordon aujourd'hui qui gagne la DCC, il prend sa prime sur sa catégorie, il prend sa prime sur l'absolute, mais il va vendre pour 2 millions l'année prochaine de vidéos en ligne, il va vendre pour peut-être une cinquantaine de stages. C'est quelqu'un qui va finir son année, je crois qu'il publie régulièrement son compte en banque. Hein. Il dit qu'il se fait des millions d'euros, de dollars, Ouais. en vendant des cours en ligne en fait. Ce qui est, on en a parlé assez, ce qui est
c'est le top du top du top du top à l'UFC. Il y en a pas beaucoup qui gagnent des millions de dollars chaque année. Non, mais à l'UFC. même un combattant comme Craig Jones, vu la popularité qu'il a, il a jamais gagné la DCC. Il est 2 fois second. 3 fois silver là maintenant. 3 fois Ouais, ça, il avait 2, donc 3 fois Ouais. silver là. Ça gagne aussi. Oui, ça gagne aussi, il gagne. Alors, il a son académie, il donne des cours, mais comme il est populaire et qu'il poste des photos de lui en mini-short ou qu'il vend des shorts de grappling avec des aubergines et des pastèques, ben, il vend plein de DVD en ligne. Et les DVD, ils coûtent cher si tu veux les acheter. C'est 150, 200 Ouais, $. c'est un milieu où le business à côté, le business qu'on va faire à côté grâce à ses perfs est florissant par rapport à d'autres milieux du sport de combat. Ce que les gens qui pratiquent savent, c'est que c'est quand même un peu un sport de geek. C'est un sport où il y a tellement de possibilités et d'apprendre des techniques, etc., que ça peut vite te manger le cerveau. Tu peux vite commencer à penser qu'à ça, à aller t'entraîner tous les jours, à y penser 20 heures sur 24. Ça sent le vécu, ça. Et puis il y a tellement de vidéos sur YouTube avec des techniques, etc., que forcément, ben, tu deviens un peu geek et puis voilà, tu finis par acheter des cours en ligne et à regarder le soir au lieu d'aller dehors. Je sais plus, j'ai vu passer un message, je veux pas citer parce que je sais plus qui c'était, mais d'un combattant français, je sais plus qui, et qui mettait ça. Ça fait 20 ans que je fais ça et que chaque fois que je rate un entraînement, je suis encore là à me dire putain, ils vont apprendre des techniques que j'ai pas appris, je vais avoir un jour de retard. C'est exactement ce que tu disais, Joe, ce côté-là quand même. C'est tellement ça. Et est-ce que, ma dernière question sur cette DCC 2022, est-ce qu'il y a, Julien, est-ce qu'il y a un truc technique qui a été très mis en avant cette année, tu vois? Est-ce qu'il y a une tendance technique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est ressorti des combats de cette année? La dernière édition, 2019, ouais. qu'elle est un peu vers les clés de jambes, c'est ce que tu m'avais dit, Joe. Toi. Je les ai trouvés très complets cette année. Beaucoup de luttes. Ouais. Et une lutte propre, en fait. On a vraiment déterminé 2 types de luttes. Une lutte type lutte, on a vu revenir le 2-in-1, l'underhook et autres. Et une lutte type judo. On a vu pas mal de mouvements de hanches. Les hip-throws, tout ça, qui était assez poussé. Donc on a vu pas mal de gens lutter parce qu'ils sont de plus en plus au fait des règles. Et le fait de ne pas s'asseoir, le fait de rester debout, enfin, on sentait qu'il y avait vraiment une étude des règles qui était très forte. Après, j'ai pas perçu une prédominante particulière sur les clés de jambes plus que d'habitude. Je trouve que maintenant, les combattants sont très complets sur la façon d'attaquer les talons, straight footlock, heel hook et tout le reste. C'était assez en fait, réparti. On a quand même vu 2-3 retours de clés de bras que j'avais pas vu depuis longtemps et on pense à celle que prend Cyborg contre Aysam au premier tour, au passage, qui est un combat incroyable. La façon dont Cyborg se fait envoyer au sol, se fait prendre le bras, c'était fou. Donc mais là, là, c'était parti et c'est revenu un peu. Ouais, Lachlan-Gill aussi, qui prend une sacrée clé de bras contre Cadrutulo. Ça, on l'a vu le revenir aussi. L'attaque sur le top body est quand même beaucoup plus présente. La clé de bras de Craig Jones aussi. C'est marrant de voir ces retours un peu techniques sur différentes choses. Et pour conclure l'émission, merci déjà Julien d'avoir partagé toutes ces connaissances sur le grappling. C'est cool de pouvoir mettre en avant quand même ces disciplines-là sur un média comme RMC. Mais j'en profite quand même. Parce que j'ai le coach de Jonathan Macardy en face. Il vaut quoi, Jonathan Macardy, en grappling, Julien? Qu'est-ce qu'il vaut exactement? Dis à nos auditeurs qui seraient... Ceux qui veulent me taper. Voilà, qui veulent le taper parce qu'il a dit des choses dans l'afterfoot. Qu'est-ce qu'il vaut, Jonathan Macardy? C'est toujours compliqué de dire ça devant lui, mais en fait, moi, je le trouve bien. Il est bien. Il s'entraîne sérieusement. C'est quelqu'un, il parlait de geek, on a un vrai geek face à nous. C'est quelqu'un qui s'entraîne sérieusement, c'est quelqu'un qui est un perfectionniste, qui est un peu dur avec lui-même, mais franchement, qui techniquement parlant, commence à avoir un joli petit niveau. Il est légitime donc quand il parle à... Il est totalement quand il parle à Fernand Lopez d'une clé de talon, il est légitime? Ah, il y a pas de souci. Il est complètement légitime, il a complètement raison sur ce qu'il dit. taquine, Joe. Voilà. Son seul problème, c'est ça, c'est être supporter de l'OM. On est d'accord. Ah, et encore, on l'aime bien quand même. Ça passe. En fait, on a toujours besoin d'avoir un cousin comme ça qui fait des trucs bizarres. Nous, on a un supporter de l'OM parmi nous. Comme quoi ça peut passer. Vous savez que je sais qu'il y a un truc, tu vois, qu'il faut pas faire, c'est quand Paris se fait éliminer en Ligue des Champions, donc au printemps, ce qui arrive tous les ans, et de manière dramatique. Parce que nous, on y est en Ligue des Champions. Faut pas trop, nous aussi cette année, pour y faire de la merde, mais on y est. Faut pas trop le chauffer, parce que déjà les entraînements d'après sont un peu plus... c'est un bon prof, mais avec les gens qu'il connaît un peu plus que les autres, c'est quand même un sacré salopard. C'est quand même un sacré salopard. Il te prend dans un triangle, il te regarde, il sourit, et puis il te termine sur la jambe. C'est quand même très humiliant en fait au final. Et puis après, moi c'est le Barça ou Manchester ou le Real en face. Non mais tu vois, c'est un bon prof. C'est le meilleur prof que je connaisse. Mais par contre, souvent, je rentre chez moi la tête basse comme ça. Et puis je me mets au lit et puis j'essaie de vite m'endormir pour oublier ce qui s'est passé. Je lance une question qui ferait une demi-heure, mais si vous prenez les 5 meilleurs combattants de l'OM et les 5 meilleurs combattants du PSG, on les met tous dans une cage. Qui sort vainqueur? Il n'y a pas beaucoup de combattants au PSG. En fait, moi, je suis obligé de le dire, il a raison. Des combattants. Des danseuses. Nous, on a des esthètes. Ça y est, vous l'avez pour le gagner le Classico, Joe, c'est dans une cage. C'est dans une cage. Mbamba, quand il va attraper Neymar, il va le manger. Nous, on a des esthètes. Quoique, remarque Danilo. Oui, c'est le seul, mais bon. Regarde, Mbemba, Gigot, il a la tête de remarque très pertinente de mon Max Abolin, ils ont Sergio Ramos derrière.
Mais il est vieux. Sergio Ramos dans la cage, attends. Il est vieux. Sergio Ramos, ouais, c'est ça. Sorte c'est- de guerrier quand même. Bah, Sergio Ramos, c'est exactement l'illustration de la DCC de ce week-end. C'est la fin d'une génération. Allez, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup Julien d'avoir Merci, été avec Julien. nous pour partager voilà, tes connaissances sur le grappling et la DCC. Et tous ceux qui veulent aller profiter de ces connaissances, vous pouvez aller à la Gracie Barra à Paris pour Bienvenue. prendre des cours avec Julien. Tout Oui, le monde est bienvenue. bienvenu. Anglais. Et je sais que tu le sais, et je sais que tout le milieu le sait, mais qu'en ce moment il y a beaucoup de nouveaux à la rentrée là, dans tous les sports de combat, MMA, grappling, Ouais, boxe. Je énormément. sais qu'il y a un La salle est afflux. pleine. Il y a un afflux de nouveaux combattants. Peut-être que Complètement. c'est l'UFC Paris qui a joué, je sais pas, mais en tout cas, il y a un afflux en ce moment et on sait qu'on en perdra dans 6 mois comme toujours. Mais c'est cool de voir que les sports de combat redeviennent à la mode, entre guillemets, que les gens ont envie de le faire. Donc, Le but, c'est de pas les perdre. allez-y, allez à la Gracie Barra voir Julien, il sera Merci. un bon prof pour vous avec plaisir. Merci Joe aussi, comme d'habitude, Merci. c'est cool de parler grappling cette semaine. Puis on se retrouve parce qu'on a un autre numéro cette semaine, on va Tout de débriefer suite, Canelo contre Golovkin 3, le Quelle combat de horreur. ce week-end. Oui, c'était pas le meilleur des trois, largement. Beaucoup de tristesse. Oh que oui, on va en parler. Merci à vous deux et à très bientôt pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.